l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, 7 enjeux. Espion, intox, Poutine, le grand manipulateur. On vous parle de ces conversations qui enflamment Washington et que dis-je d'ailleurs, bien au-delà. Steve Witkoff au téléphone avec le conseiller diplomatique de Poutine expliquant comment les Russes pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient de Trump. Révélation Bloomberg. Nous allons tout vous dire dans un instant. Steve Witkoff est-il tenu par Poutine? L'histoire est très sérieuse. Voilà qui lève le voile sur l'origine du plan de paix pour l'Ukraine proposé par l'administration Trump. Qui a fait fuiter? Dans quel intérêt? Et puis une autre conversation révèle combien le Kremlin se joue de Trump des Américains, les prenant au mieux pour des amateurs. Je veux aussi vous parler de manipulation de Poutine chez nous. 4 personnes mises en examen dans le cadre d'une double affaire d'espionnage économique, d'ingérence au profit de la Russie. Mais donc d'abord, regardez, écoutez comment Trump tente de se sortir du scandale. Avez-vous entendu cet enregistrement audio qu'à Bloomberg où on entend Steve Witkoff conseiller les Russes sur la manière de vous convaincre? Je ne l'ai pas entendu, non. Mais c'est quelque chose de standard parce qu'il doit vendre cela à l'Ukraine. Il doit vendre l'Ukraine à la Russie. C'est ce que fait un négociateur. Vous devez dire, écoutez, ils veulent cela, vous devez les convaincre avec cela. C'est une forme très standard de négociation. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de saluer sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. J'en suis ravie, bien sûr, maîtresse de conférence à l'Université de Tours. Vous êtes spécialiste défense et sécurité et bien sûr de tout ce qui touche à la Maison-Blanche également. Le colonel Pierre de Jong, je vous salue également. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'Institut Thémis, vous êtes spécialiste de géopolitique. Bonjour à vous, Lucas Manger. Bonjour, Amélie. Merci également d'être là. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste des questions internationales. Et bonjour, bienvenue Bruno Fulini, vous êtes historien, vous êtes auteur de l'Atlas secret du renseignement. Il est légèrement lourd, mais regardez, hop, il est là. Il est là et je le dis à chaque fois, je l'aime beaucoup ce livre, il y a beaucoup de choses à y prendre, à y apprendre, c'est ludique et passionnant. Merci beaucoup d'être avec nous. Le grand dossier espion, intox, Poutine le grand manipulateur, c'est donc parti. 2 conversations distinctes et assez folles, il faut se le dire, ont été révélées par Bloomberg, entièrement retranscrites sur la base d'un enregistrement audio. La première est entre Witkoff et Outchakov, la seconde entre ce dernier et le négociateur du Kremlin qui est Kirill Mitriev. On va s'arrêter pour commencer, prenons les choses les unes après les autres, par le coup de fil Witkoff-Outchakov, 14 octobre dernier, 5 minutes environ. On va plus loin avec vous, Lucas Manger. Lucas, moi je vais faire les présentations. Nous avons ici donc Steve Witkoff, au bout du fil, envoyé spécial de Donald Trump, du président américain sur l'Ukraine et le Proche-Orient. Ici, pour faire les présentations, Yuri Outchakov, conseiller du Kremlin pour les affaires diplomatiques depuis, je vais être précise, 2012. Il est aussi ancien ambassadeur, c'est important de le dire, de Russie à Washington. Cette conversation, en anglais, Witkoff ne parle pas russe, je le précise, a eu lieu après la signature de l'accord à Gaza, auquel le début de la conversation fait allusion. Et oui. La suite... Outchakov connaît extrêmement bien les Américains et les États-Unis. Vous l'avez dit, il a été ambassadeur là-bas. Il connaît parfaitement les codes américains. On est le 14 octobre, 3 jours plus tôt. Trump est accueilli en héros. Il a signé la paix à Gaza, un accord de paix, obtenu la libération des otages de la part du Hamas et obtenu qu'Israël cesse provisoirement ses bombardements. Et là, ce coup de fil, c'est Outchakov qui appelle et qui lui demande un conseil. On ne sait pas trop de quoi il est question au départ. En fait, il lui explique assez vite qu'ils vont devoir se parler. Les 2 patrons, comme ils disent, les boss. Il lui dit, nos 2 boss vont devoir se parler. Comment tu crois que je prends la conversation? Comment tu crois qu'il faut amadouer Trump pour qu'on ait, en gros, le même résultat qu'à Gaza? Et alors là, c'est là que ça commence à devenir sidérant. Witkoff dit, voilà ce qui serait formidable. Il pourrait dire au président Trump, et il va lui expliquer les astuces. Vous savez, on a discuté d'un plan, mais surtout, il faut dire à Donald Trump qu'il est merveilleux, que c'est un homme formidable, que c'est un homme de paix, que c'est un génie, que c'est quelqu'un à qui on doit faire confiance. Il lui donne ses propres astuces, la manière dont Witkoff parle à Donald Trump, et il faut que Poutine, dit-il à Outchakov, il faut que Poutine fasse exactement la même chose et se mette à lui parler d'abord avec de la flagornerie. C'est un mélange d'astuces et de flagornerie, et c'est comme ça qu'il va essayer de convaincre Outchakov. Et puis, c'est là que ça commence à devenir très édifiant et très gênant pour les Américains. Tu sais que j'ai le plus profond respect pour le président Poutine. C'est donc l'émissaire spécial du président Trump pour ce dossier-là qui dit, et pour Gaza aussi, mais qui là parle de Poutine,
le plus profond respect pour le président Poutine. Il faut rappeler quand même que cet homme a été reçu 4 fois déjà par Poutine, ce qui est déjà un exploit, qui n'a jamais mis les pieds en Ukraine. Et donc il est déjà un peu considéré comme quelqu'un qui est plus du côté du Kremlin. On ne dit pas encore pro-russe, là maintenant on va commencer à se poser de sérieuses questions. Et là c'est le pire. De toi à moi, je sais ce qu'il faudra pour conclure un plan de paix. Donetsk, donc l'oblast de Donetsk, et un échange de territoire quelque part. Moi je trouve que ce quelque part est encore plus méprisant. Ça dit le très peu de cas qu'il fait, Steve Witkoff, de l'Ukraine, où il ne s'est jamais rendu. Et il lui dit, bon voilà, en gros, on va procéder à un petit échange de territoire, et ça sera facile. Ce qui montre donc ce mépris. Il faut rappeler, Amélie, que le lendemain, Trump et Poutine, en effet, vont se parler, et ils vont évoquer un sommet à Budapest qui ne va pas avoir lieu. Mais ce n'est pas la dernière conversation, on en reparlera tout à l'heure. Effectivement, ça s'est bien teasé, comme on dit dans notre langage. Alors, ce que ça donne comme impression, c'est que ce n'est pas la Maison-Blanche qui paye Witkoff, mais c'est le Kremlin, en réalité, qui le rémunère. Soyons clairs. Et on s'est aussi posé cette question. Est-ce que ça fait de Witkoff, est-ce qu'on peut imaginer un instant, on va aller même peut-être foncer dans la caricature, mais que Witkoff est un agent, en réalité, de la Russie ? Alors, évidemment, dans la polémique, c'est le genre d'expression qui fait immédiatement florès et ça n'a pas manqué de surgir. Au sens strict, un agent de la Russie, ça voudrait dire quelqu'un qui aurait été approché, tamponné, comme on dit, recruté et puis tenu, traité par les services russes. Alors, bon, ça paraît quand même énorme. Par ailleurs, il le tiendrait comment ? Par l'argent. Il est déjà richissime et de longue date. Par l'idéologie, certes, il a un nom à consonance russe, mais en fait, il est né dans le Bronx, d'une famille juive qui a fui l'Empire russe. Donc, à la base, il n'y a pas de raison, sauf à être vraiment pervers, d'avoir une sympathie pour le nationalisme russe. Compromission ? Chantage sexuel, je n'ai pas d'infos là-dessus, malheureusement. Et puis il reste l'ego. Peut-être qu'effectivement, en jouant sur l'ego, en appliquant sa propre méthode, en le flattant, en le recevant comme une sorte de super ambassadeur, les Russes ont su l'amadouer, effectivement. Après, je pense que la question est ailleurs. La question est ailleurs. C'est pas que ce soit un individu qui soit contrôlé, traité par les services secrets russes. Ça, vraiment, ça m'étonnerait beaucoup. En revanche, il est vrai qu'il y a eu un rapprochement des points de vue entre l'administration Trump d'une part et le régime de Vladimir Poutine, et qu'il y a une certaine convergence d'intérêts. La reprise des affaires entre les États-Unis et la Russie d'une part, et puis il ne faut pas oublier aussi, c'est vrai que nous Européens, nous sommes centrés sur ce conflit avec les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre, l'Ukraine au milieu, mais il se passe des choses en Asie aussi. Et aujourd'hui, pour les États-Unis, l'énorme menace, c'est la Chine. La deuxième flotte mondiale aujourd'hui, c'est la flotte chinoise, pas la flotte russe. Je pense que les Américains ont conscience qu'ils ne peuvent pas, d'un côté, se payer la Russie, si j'ose dire, si vous me passez la trivialité de l'expression, et de l'autre, être capable de répliquer si les choses continuaient de s'aggraver à Taïwan. Et à mon avis, il y a un choix qui a été clairement fait, d'essayer de bâtir un deal avec la Russie pour être plus fort, plus convaincant côté chinois. J'ajouterais que c'est deux cultures différentes. Ni Trump, ni Witkoff ne sont des imbéciles. Il faut arrêter de les caricaturer. Ce sont sans doute des négociateurs très durs, mais c'est des négociateurs qui viennent du monde de l'immobilier, qui peuvent faire des deals sur des courts termes, alors que les Russes, les politiques russes, eux, ils sont dans une perspective très longue, très très longue. Ils se posent des questions sur des décennies. La guerre en Ukraine, pour eux, elle a commencé en 1917, vous voyez. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes calendriers. Alors je voudrais quand même rappeler que Witkoff a aussi déjà dit ouvertement à quel point il appréciait Vladimir Poutine. Il a été interrogé par Tucker Carlson, vous savez, cet homme, cette figure, j'allais dire journaliste, mais ultra-conservateur, comment ? Animateur américain. Il l'a interviewé, Witkoff dit tout son respect pour Poutine, regardez. Qu'avez-vous pensé de lui ? Je l'ai bien aimé. Selon moi, il a été franc. Je ne considère pas Poutine comme un mauvais type. C'est une situation vraiment compliquée. Mais Elisabeth, parce que vous venez de nous dire qu'il ne faut pas le prendre tout à fait pour un idiot, Donald Trump. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il lui demande à Witkoff d'être ce personnage en réalité, et que chacun a un rôle bien défini. Toi, tu parles avec les Ukrainiens, toi, tu caresses Poutine dans le dos et tu lui expliques que vous êtes amis et que tu fais partie de son monde. Ça peut être ça, l'histoire ? Je pense qu'il y a un rôle à jouer,
mais je pense qu'il est très... Enfin, on regarde Witkoff, ce n'est pas un diplomate, c'est quelqu'un qui est assez franc du collier en réalité. Je pense qu'il dit ce qu'il pense. Je pense que si c'était un espion, ça serait un très mauvais espion et très mal formé. Et on a eu des des espions qui ont joué double jeu avec les soviétiques à l'époque et on ne les trouve pas comme ça. C'est pas... Enfin, on parle quand même de l'homme qui s'est connecté au Wi-Fi public à Moscou pour un groupe Signal, ce qui est pour même le plus basique des diplomates ou des gens qui travaillent dans le gouvernement absolument aberrant. Donc je pense qu'il joue je pense qu'il est en lui-même un personnage. Maintenant, c'est pas un diplomate, c'est pas un fonctionnaire, c'est pas un idéologue, c'est quelqu'un qui est un homme d'affaires. Donc il n'a pas le même... Je pense aux gens que je connais dans les renseignements ou les gens que je connais qui sont au département d'État. Quand ils sont dans les négociations, il y a autre chose que l'argent qui est en jeu, la démocratie, la liberté, un certain nombre de valeurs historiques qui caractérisent les États-Unis comme l'Europe. Et là, par contre, il est tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que ça peut choquer et donc on a l'impression qu'il joue un jeu. Mais je pense qu'il joue son personnage à lui dans la vie, en fait. Et donc Trump forcément sait qui il est, il sait pourquoi il l'a placé à cet endroit-là. C'est pour ça que les choses sont parfois plus compliquées. Mais il y a aussi une question qui nous revient à tous. Qui fait fuiter ? Qui organise la fuite ? La Russie, elle se défend. Yuri Ochakov, le premier, dit non, je crois qu'on peut l'écouter d'ailleurs. On l'écoute ? Allez, c'est parti, regardez. Je parle souvent à Witkoff, mais je ne fais aucun commentaire sur le contenu. Et Dmitriev, je pourrais vous parler au téléphone, parler à n'importe qui d'autre, donc à Dmitriev aussi. Pourquoi s'intéresse-t-il à ma conversation avec Dmitriev ? C'est un représentant russe. D'où tiennent-ils cette information ? Je ne sais pas. Quelqu'un divulgue des informations, quelqu'un écoute les conversations, mais ce n'est pas nous. Qui fait fuiter ? On peut se poser la question, c'est la vraie question. Évidemment, c'est pas Bloomberg qui a placé des micros sous la table. Donc Bloomberg est très content de récupérer ces enregistrements. Est-ce que ça peut être des Russes ? Ce serait quand même curieux. Il faudrait que les Russes aient envie de faire capoter des négociations de paix qui plutôt sont à leur avantage, ou semblent en tout cas se profiler ainsi. Il faut bien voir le statut quand même très particulier de Witkoff, puisque finalement c'est un conseiller choisi par le président Trump, désigné un petit peu intuitu personae. Ça doit être assez insultant pour les diplomates et pour le secrétaire d'État, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio. Ça doit être assez déplaisant aussi pour les professionnels du renseignement américain, pour les gens de la CIA, par exemple. Et donc on pourrait imaginer, si nous étions scénaristes de cinéma, ce serait assez facile d'imaginer un moment où des Américains hostiles à Trump, au Trumpisme, et à cet émissaire qui est hors cadre finalement, eh bien, d'utiliser des enregistrements pour le faire tomber. Qui veut réagir ? Peut-être, moi, ce qui m'étonne beaucoup, parce qu'on parle de la forme, autant sur le fond, c'est vrai que moi, j'ai vu, quand j'étais à l'Élysée, j'ai vu régulièrement ce genre de discussion un petit peu au débeauté, et c'est le style qui est utilisé. Après, c'est vrai, le côté un peu décontracté du négociateur américain étonne, et c'est vrai que clairement, les Américains ont choisi leur camp. Ça, c'est l'affirmation de ce choix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la forme, premier point d'abord, ce qui est étonnant, c'est que ce genre de discussion ne soit pas calibré. Dans toute ma carrière, parce qu'au passage, je suis professeur associé à l'école de guerre économique depuis une quinzaine d'années, ce sont des vrais sujets. Les hommes d'affaires, tout le monde discute avec un exemple, des téléphones cryptés. C'est à minima. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ils prennent aucune précaution, ils prennent leur téléphone, ils discutent. Le deuxième point maintenant, c'est que à qui profite le crime ? Et c'est très simple. Les Russes, je vois pas l'intérêt des Russes de diffuser ce genre d'informations. Encore que les Russes sont manipulateurs. Et dans le cadre d'un accord potentiel qui n'est toujours pas donné sur les 19 points, ils pourraient déstabiliser en disant que là, actuellement, on ne peut pas prendre parti pour le traité de paix qui est proposé en 19 points, parce qu'il se passe des choses, on préfère attendre un petit peu, etc. Le deuxième point, moi je me rappelle très bien, vous connaissez aussi bien l'histoire que moi, c'est l'histoire du Washington Post avec Nixon. Qui a sorti l'information ? C'était un fonctionnaire. Et le fonctionnaire, pourquoi ? Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous avez probablement des républicains ou d'autres, ou des démocrates dans l'administration, ils ont le droit, évidemment, et donc bien évidemment, qui profitent de ça pour déstabiliser le pouvoir de Trump. Alors je vous vois tous passionnés par le sujet, mais je dois quand même laisser à nos téléspectateurs entendre la défense du côté russe, en tout cas même la contre-attaque de Peskov. Regardez.
Écoutez, tout d'abord, il n'y a rien d'effrayant concernant ceci. Il est très probable que les voix qui s'élèvent actuellement pour demander le renvoi de Witkoff visent avant tout à faire échouer la tendance, encore modeste, de parvenir à un règlement par le biais de négociations pacifiques. Lucas Manger. On a l'impression que les Russes boivent du petit lait d'une certaine manière, là, parce qu'ils sont, ils sont maîtres de l'agenda et du temps, comme vous le disiez. J'ajoute juste une chose, c'est que Donald Trump a fait toute sa campagne et sa carrière avec un profond mépris pour l'administration. Il dit et répète en permanence, et pendant sa campagne il le répétait, qu'il ne ferait pas confiance ni aux services de renseignement, ni aux diplomates. Donc le lien qu'il a, le lien personnel qu'il a avec Steve Witkoff est un lien de confiance, c'est-à-dire qu'il sait que cet homme-là ne va pas le trahir, qu'il est loyal et fidèle, et alors qu'il pense que les agences de renseignement, en tout cas beaucoup d'entre elles, et les diplomates, juste un dernier mot, Marco Rubio, le secrétaire d'État, était un anti-Trump avant, donc il a eu beaucoup de réticence à le faire venir dans son administration, et la preuve qu'il ne lui fait pas confiance, c'est que c'est Witkoff qui parle aux émissaires russes, et pas le secrétaire d'État. Juste très rapidement sur les rumeurs à Washington, je parlais avec des amis des renseignements et certains des anciens, il y a aussi la possibilité que ça soit un pays européen ou allié qui a accès à des informations, et c'est ce que j'ai entendu à Washington, qui pourrait le faire. Là, pour le coup, la question de qui a l'intérêt aussi de faire capoter, là, il y a tout à fait l'intérêt de faire capoter. En tout cas, quand je vous dis que ça enflamme Washington, c'est pas rien. Les républicains, pour certains, sont vraiment ulcérés. Don Bacon, représentant républicain du Nebraska à la Chambre, il dit « Il est clair que Witkoff favorise entièrement les Russes. On ne peut pas lui faire confiance pour conduire les négociations. Est-ce qu'un agent payé par les Russes ferait moins que lui? Il devrait être renvoyé. » Brian Fitzpatrick, encore un républicain, c'est un problème majeur. Et l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les mascarades ridicules et ces réunions secrètes doivent cesser. Laissons le secrétaire Rubio exercer sa fonction de manière juste et objective. Et il a essayé de se dépêtrer un peu Donald Trump, encore une fois. On prend les choses au sérieux, visiblement, à la Maison-Blanche, parce qu'il y a pas mal de réactions. Regardez Trump. Avez-vous entendu cet enregistrement audio qu'a Bloomberg où on entend Steve Witkoff conseiller les Russes sur la manière de vous convaincre? Je ne l'ai pas entendu, non. Mais c'est quelque chose de standard parce qu'il doit vendre cela à l'Ukraine. Il doit vendre l'Ukraine à la Russie. C'est ce que fait un négociateur. Vous devez dire, écoutez, ils veulent cela, vous devez les convaincre avec cela. C'est une forme très standard de négociation. Alors, on va retrouver notre équipe sur le terrain à Washington. On est partout sur le terrain. On est en Russie, on est en Ukraine, on est aux États-Unis, bien évidemment. Merci à nos équipes qui sont mobilisées. Justine Jankowski, depuis Washington. Je disais que ces conversations, elles enflamment Washington. Suis-je dans l'excès? Et si ça enflamme Washington, est-ce que ça va même bien au-delà, d'ailleurs? Ce qui est sûr, c'est que tous les médias parlent de ces écoutes téléphoniques depuis hier. Certains journalistes dénoncent une collusion, une manipulation de la part de Steve Witkoff qui aurait dicté aux Russes comment brosser Donald Trump dans le sens du poil. Et puis, vous l'avez dit, ça grince aussi des dents, ça choque dans le camp même de Donald Trump avec ces quelques réactions de parlementaires républicains qui critiquent finalement ces meetings, ces conversations téléphoniques privées sous le manteau, bien loin des canaux diplomatiques officielle, c'est la méthode Trump. Mais c'est vrai qu'à part ces quelques réactions, on n'a pas l'impression finalement que ça fasse l'effet d'une bombe ici aux États-Unis. C'est étonnant, mais ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, vous savez, la théorie, l'idée selon laquelle Donald Trump est un agent russe infiltré, elle circule assez régulièrement sur les réseaux sociaux et puis aussi dans la presse un peu partout. On a aussi appris il y a quelques jours que Marco Rubio a dit à des parlementaires que le plan initial, le plan de paix en 28 points aurait été rédigé par les Russes eux-mêmes, que ce serait une wish list, une liste de souhaits russes. En fait, en somme, on a un peu l'impression que l'administration Trump, elle est déjà empêtrée dans tellement de polémiques, dans tellement d'affaires, même ici au niveau politique intérieur avec l'affaire Epstein, que finalement plus grand monde n'est vraiment choqué d'apprendre ces nouvelles révélations sur les méthodes de l'administration Trump. Merci infiniment. Justine Jankowski avec Mathieu Derrien depuis Washington. Encore une question avant de vous laisser filer. Le temps nous manque, mais il peut rester? Il va tomber, Witkoff?
Tant qu'il a la confiance de Trump, il va rester. Si la réaction politique au sein des Républicains et au Congrès des États-Unis n'est pas extrêmement puissante, il va rester. Et Trump a déjà commencé à relativiser le propos en disant ouais, c'est du langage de négociateur. Merci d'avoir été avec nous encore une fois, Bruno Fulini, historien, auteur de l'Atlas secret du renseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Louis Bourlange, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes ancien député du MoDem, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Je vous laisse vous saluer et vous installer juste ici. En effet, nous vous parlerons dans un instant de l'autre conversation, la deuxième conversation qui montre peut-être à quel point les Russes prennent les Américains. Allez, on va le dire, peut-être pour des idiots, pour des naïfs, pour des amateurs, et c'est pas sans conséquence. Nous vous parlons aussi d'une affaire d'espionnage en France qui vient d'être révélée au grand jour. Espionnage économique et ingérence sous les traits d'une franco-russe au profil troublant. Le grand dossier espion intox Poutine, le grand manipulateur, se poursuit dans un instant. À tout de suite. On continue ce grand dossier espion intox Poutine, le grand manipulateur. On vous parle dans cette émission de ces conversations qui enflamment Washington, bien au-delà, révélation Bloomberg. Imaginez, si vous nous rejoignez maintenant, imaginez Steve Witkoff, émissaire de Trump en Russie, au téléphone avec le conseiller diplomatique de Poutine, expliquant comment les Russes peuvent obtenir ce qu'ils veulent de Trump. Eh bien, c'est arrivé. Steve Witkoff, c'est l'une des questions, est-il tenu par Poutine? Trump est-il la marionnette de Poutine? Et on va plus loin. Vous allez voir à quel point les Russes prennent potentiellement les Américains au mieux pour des amateurs. Autre révélation à suivre dans un instant. On en parle toujours avec Elisabeth Shepard-Selam, toujours avec le colonel Perdouillon, toujours avec Lucas Manger. Et donc, merci d'être avec nous, Jean-Louis Bourlange. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ex-président du MoDem, de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Avant de vous entendre, il faut écouter la toute première déclaration de Vladimir Poutine après l'éventuel feu vert de Kiev au plan américain. Il est au Kyrgyzstan et il échange avec Loukachenko, le Biélorusse. Regardez. Je serais heureux de vous informer de la direction prise pour parvenir, par des moyens pacifiques, aux résultats acceptables et souhaités pour nous en Ukraine. Je sais que vous suivez la situation de près et que cela vous préoccupe toujours. Vous faites partie de ceux qui œuvrent pour la fin de ce conflit. J'espère que tout ira bien compte tenu des événements récents. Je vais dire publiquement ce que j'ai dit aux Américains. S'ils font preuve de délicatesse et comprennent qu'il s'agit d'une question complexe qui nécessite des décisions complexes. Je pense qu'ils comprennent cela. Alors nous, ce qu'on comprend, Jean-Louis Bourlange, c'est que Poutine continue, toujours le même cap, la même lignée. Mais ma question, c'est selon vous, à quoi peut ressembler la suite? La suite, quand on sait que Witkoff va bientôt retourner à Moscou, le Kremlin l'a confirmé, et quand on vient de dire tout ce qu'on a expliqué dans notre émission, ses liens avec la Russie, a expliqué à quel point il apprécie Vladimir Poutine, est-ce à dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire? Non, Trump n'est pas devenu pro-ukrainien du jour au lendemain, il sera pro-Poutine, c'est son ADN, c'est son histoire, c'est son entourage. Je crois que Trump n'est rien du tout. Il n'a jamais été pro-ukrainien. Les palinodies auxquelles il s'est livré entre la Maison-Blanche, numéro d'hostilité, le Vatican, numéro de bienveillance, tout ça ne signifie rien. Je crois qu'il y a trois choses qui caractérisent Trump. C'est qu'il veut la paix à n'importe quel prix, à n'importe quel prix. Il veut pour avoir le prix Nobel de la paix. Deuxièmement, il veut essentiellement faire de l'argent avec M. Poutine. C'est d'ailleurs le document est absolument indigne sur la prédation, sur les avoirs russes. Enfin, c'est un document d'une puissance prébandière mafieuse qui dit je prends 20% ou je prends 50% là-dessus. Et voilà. Et troisièmement, ce qu'on savait, c'est que c'est la façon dont il procède, c'est n'importe quoi. On l'a toujours su. On a toujours su que M. Witkoff n'y connaissait rien, qu'il n'était jamais entouré de spécialistes, qu'il ne prenait pas les précautions nécessaires. Il suffit de lire le document pour voir qu'il est rédigé n'importe comment, avec des trucs. Par exemple, je donne un exemple. On met sur le même plan la concession que feraient les Russes
de ne pas envahir un pays, c'est-à-dire de respecter la Charte des Nations Unies, qui est quelque chose qui s'applique inconditionnellement à n'importe quel État, avec le fait qu'on n'élargirait pas l'OTAN. Enfin, ce sont deux choses totalement différentes. Donc tout ça est totalement faux, et on vient de comprendre, on vient de savoir ce qu'on comprenait, à savoir que Witkoff procède n'importe comment et dans des conditions d'une absence de professionnalisme absolument effrayant. Et on en vient Poutine à cette... s'en joue. Bien sûr. Poutine s'en joue. Je ne pense pas qu'il soit décidé même à respecter, parce qu'il y avait des éléments intéressants dans le document qui n'ont pas été suffisamment soulignés au départ. Il y avait des éléments intéressants, comme par exemple l'acceptation d'une garantie américaine. C'est très nouveau, une sorte d'article 5 hors OTAN. C'est quelque chose de nouveau. Même les concessions en matière militaire. À Istanbul, il y a quelques années, on était à une armée ukrainienne limitée à 85 000. Là, on est à 600 000. Donc, il y a des choses positives, mais je pense que ça ne lie absolument pas Poutine et qu'il maintiendra ses positions comme il les a toujours maintenues. Et on en vient à cette autre conversation, parce que je vous le disais en début d'émission, on a deux conversations ultra polémiques qui sont sur la table, révélées par Bloomberg. On vous a évoqué la conversation entre l'Américain et le Russe, et maintenant, Lucas, on va raconter à nos téléspectateurs la conversation 100% russe, riche d'enseignements également. Elle a eu lieu, là encore je fais les présentations, entre Yuri Outchakov, alors lui je voulais un peu présenter tout à l'heure, mais pour ceux qui nous rejoignent, conseiller du Kremlin, ancien ambassadeur russe à Washington, et son principal interlocuteur du côté américain, Steve Witkoff, depuis janvier, celui qui accueille lors de ses rendez-vous à Moscou. Mais c'est pas de cette conversation-là qu'on voulait parler, c'est celle avec Dmitriev. Exactement. Donc on va Exactement, Yuri Outchakov et Dmitriev. Avec Kirill Dmitriev, voilà, c'est celui-ci. Voilà. Kirill Dmitriev, qui est un homme très particulier. En fait, c'est intéressant, c'est presque le Witkoff de Poutine. C'est un banquier, c'est un financier en qui Poutine a une très grande confiance. Et alors là, cette conversation est très intéressante. On est 15 jours après la précédente. Dmitriev revient de Miami, où il a vu Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner. Je précise quand même au passage que cet homme-là, normalement, il n'a pas le droit de voyager aux États-Unis, mais qu'exceptionnellement, on lui lève les sanctions pour qu'il puisse voyager aux États-Unis. Et il discute de la stratégie à déployer pour convaincre Trump de reprendre les arguments russes. Alors on va faire ce document à partir de nos positions, c'est ce que disait Jean-Louis Bourlange à l'instant, et je le transmettrai de façon informelle. Il dit ça à un diplomate, qu'il fasse comme si c'était à eux. En gros, on va leur laisser le papier sur un coin de table, je caricature à peine, on leur laisse le papier sur un coin de table, ils vont comprendre qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et faire comme si c'était leur proposition, et comme ça, nous, on n'a rien à faire. Mais là, Outchakov, il va avoir un petit peu peur de la méthode quand même. Il se dit, avant ça, il se dit, Outchakov, s'ils font ça, ça risque quand même il y a un petit risque que les Américains fassent n'importe quoi avec ce document. Ils pourraient le déformer. Il y a ce risque. Lui, il est diplomate de métier, de carrière. Il se dit, attention, on laisse un document à Donald Trump et à ses copains, qu'est-ce qu'il va en faire? Et là, ce qui est dingue, c'est la réponse de Dmitriev, parce que Dmitriev a une telle confiance dans la manière dont il peut manipuler ses interlocuteurs américains, qui dit, on va tout faire, tout soigneusement, on fera tout soigneusement, ce qui veut dire ne t'inquiète pas, on sait comment on va travailler avec les Américains, on leur laissera ce petit document, il va sortir et ça sera un document américain. Ce qu'on peut retenir, Amélie, c'est que ce que dit cette conversation, c'est que les Russes savent faire passer tout leur narratif aux États-Unis, et visiblement depuis de longs mois. Ils sont très confiants dans la relation qu'ils ont avec leurs interlocuteurs américains pour faire passer leurs arguments. Et pour Trump, on l'a vu tout à l'heure, on en reparlera sans doute, la publication de ces discussions n'est même pas vraiment un problème. Nous, ça nous sidère. Lui, il dit, ça fait partie de la négociation. Merci beaucoup, Kirill Dmitriev, donc le principal interlocuteur de Witkoff, c'est ce que j'essayais de dire, mais je n'y suis pas parvenue il y a quelques instants. Non, c'est moi, je me suis complètement trompée toute seule, comme une grande. Alors, Jean-Louis Bourlange, cette deuxième conversation, dans quelle mesure, si on dit les choses un peu brutalement, elle prouve que les Russes prennent non seulement Trump et les Américains pour des amateurs, pour des naïfs, mais potentiellement aussi pour des idiots? Oui, ça dépend. Des amateurs, assurément. Trump, depuis le début, dit n'importe quoi. Les 48 heures sont les plus longues de toute l'histoire de l'humanité, puisque la guerre devait se terminer en 48 heures. Là, on a un ultimatum qui doit s'arrêter jeudi. Avant, on avait des ultimatums qui n'ont jamais été suivis sur les sanctions. Voilà, tout ça, c'est n'importe quoi. Trump s'en fiche. Trump est quelqu'un qui dit
n'importe quoi, qui est indifférent, et en fait, il poursuit des objectifs extrêmement élémentaires, extrêmement simples. Alors là, c'est quand même ennuyeux, parce qu'effectivement, son parti, même s'il l'a profondément remanié, son parti est quand même un parti qui a un fort ADN anti-russe, anti-soviétique. C'est quand même le parti de Reagan, c'est-à-dire l'homme qui a fait caler qui a détruit l'Union soviétique en réalité par la guerre des étoiles, par un certain nombre de mesures. Et là, on a quand même au sein du Parti républicain tout un ensemble de gens qui disent ça ne va pas sur le fond, ça ne va pas sur la forme. Et je pense que c'est pas sans conséquence du tout sur les équilibres futurs de la vie aux États-Unis. Notamment, je pense que l'étoile de Marco Rubio va tout à coup resplendir par rapport à celle de M. Vance. Je pense qu'il y a là des équilibres. Je sais pas comment ça va se passer, mais il y a des rééquilibrages. Mais sur le fond, non, c'est simplement on paie. Trump est comme ça. Il dit ce qui lui passe par la tête. Il estime qu'il est le plus fort parce qu'il a l'Amérique derrière lui. Il a des moyens extraordinaires. Et puis c'est tout. Et les Russes ont très bien compris. Ils savent que fondamentalement, ils se fichent totalement de l'Ukraine. Et ils essaient d'en tirer des conséquences. Alors Trump, simplement, il a d'une part le Parti républicain, une opinion qui n'aime pas ça, qui est sérieuse, qui n'aime pas ça, et puis d'autre part, il y a les Européens, puisque dans tout le système, il faut quand même un accord des Européens. L'accord de Zelensky, il dit qu'il va lui tordre le bras, mais les Européens sont quand même essentiels, puisque dans le dispositif, il y a quand même des éléments de garantie qui impliquent les Européens. Donc voilà où ça cale, c'est tout. Le reste, vis-à-vis des Russes, ça n'a aucune importance pour Trump. Elisabeth, oui, l'administration Trump est faite d'amateurs aujourd'hui et du coup tout ça n'est que facile pour Poutine, pour en profiter, pour s'en jouer, pour faire passer ses documents. Alors, plusieurs choses. Pour certaines choses, c'est des hommes qui ont gagné beaucoup d'argent. On n'a pas de doute. Je ne pense pas que c'est des imbéciles en soi. Mais la diplomatie, la connaissance du terrain, de la langue, de l'histoire, du contexte, qui est tout ce que des diplomates, des négociateurs professionnels, des gens comme Rubio, qui étaient, il faut le rappeler, au comité des affaires étrangères, au Sénat, qui font ce genre de travail, ils savent faire. En Witkoff, il s'est négocié sur de l'immobilier, certainement, il sait mettre la pression, mais connaître le contexte, comprendre les nuances, c'est pas leur fort. En ça, ils sont amateurs ou naïfs peut-être, mais en plus ils ont viré un certain nombre de personnes dans les renseignements et au département d'État qui sont les spécialistes là-dessus. Donc ils n'ont pas forcément toujours les informations nécessaires qui font qu'ils ne se battent pas aux armes égales parfois avec les Russes. Sauf si ça marche et qu'un jour les Trumpistes pourront dire vous voyez bien, on a réussi sans les diplomates, sans les renseignements, avec nos méthodes d'agents immobiliers. Alors, nous sommes attendus. C'est peu probable, mais pourquoi pas? Parce qu'ils cèdent, juste un mot, ils cèdent aux Ukrainiens. Nous sommes attendus par un invité, M. Parkhomenko, il est en direct, je ne veux pas le faire patienter plus longtemps. Non, mais je reviens vers vous dans un instant, mais le journaliste russe Sergueï Parkhomenko s'est connecté pour être avec nous. Merci beaucoup Sergueï Parkhomenko. Est-ce que oui, on l'a déjà dit, mais on va le redire et on va maintenant en avoir la preuve que Poutine prend Trump pour une marionnette, prend les Américains pour des amateurs. Oui, en fait, il le prend sans doute pour un personnage très facile à manipuler. Et il essaie à le manipuler de toute façon. Vous savez, il y a un proverbe qui vient d'une chanson d'enfant en Russie. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Montre-lui un petit sou en cuivre et fais de lui ce que tu veux. Voilà. En fait, ce petit sou, c'est le prix Nobel, je sais pas, ou les mots assez doux sur sa grandeur, ses talents, son génie et tout ça. Il paraît que ça marche très très bien dans les relations entre Poutine et Trump. Et Poutine s'en sert facilement et largement. Et on voit ce qui s'est passé chaque fois après la conversation entre Poutine et Trump. Poutine se montre beaucoup plus professionnel et beaucoup plus sophistiqué dans ce dialogue et justement l'absence de maîtrise et
étrangement dit, l'absence de talent à faire des deals dans ce que Trump fait. C'est quelqu'un qui a fait un livre, l'art de faire des commerces, finalement se montre comme un dilettant sans aucun talent et sans aucune maîtrise dans cette profession. Une autre question avant de vous laisser filer, Sergueï Parkhomenko. Selon vous, ce sont les Russes qui font fuiter, et si oui, dans quel intérêt ? Ce sont des Russes qui sont... Pardon, je n'entends pas très bien. Est-ce que selon vous, ce sont les Russes qui font fuiter ces informations, ces conversations, et si oui, dans quel but ? Non, je crois pas. Je crois pas. À mon avis, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de chances que les sources sont américains. Et on va vraiment en crise dans l'administration de Trump. Par exemple, dans les relations entre ses conseillers plus proches, comme Witkoff, et son secrétaire des Affaires étrangères, qui est complètement à part, qui est complètement éloigné de l'histoire. Et étrangement, la situation de Sergueï Lavrov et la situation de Marco Rubio se ressemblent beaucoup maintenant. Tous les deux, les ministres des Affaires étrangères, sont absolument rien à faire avec cette histoire de 28 points. Et je crois que tous les deux se sentent très mal à l'aise dans cette situation. Donc je crois qu'il y a beaucoup plus désintéressants dans l'administration américaine maintenant de renverser cette situation de la participation de Witkoff et des autres conseillers, je dirais, non professionnels. En plus, il faut se rappeler que Trump, il était très méchant avec plusieurs professionnels dans les services spéciaux américains, dans CIA et les autres, dans FBI. Et je crois qu'il y a pas mal des spécialistes, il y a pas mal des professionnels là qui sont à la recherche de changement de la situation, je dirais. Merci. Merci beaucoup, Sergueï Parkhomenko, d'avoir été avec nous, journaliste russe indépendant. Merci à vous. Juste pour ajouter à notre conversation cette autre information du Wall Street Journal, le journal américain rapporte également que Witkoff a transmis à la Russie des informations sur une visite prévue de Zelensky aux États-Unis au moment où il voulait parler de transfert de missiles de Tomahawk. Et en fait, ça a permis au Kremlin, du coup, de s'organiser à l'avance avec un appel opportunément arrivé depuis la Russie en direction de Trump pour lui expliquer, eh bien non, qu'il faut changer le ton des négociations, qu'il ne faut pas donner ces Tomahawks à l'Ukraine. Et bien, résultat, le 16 octobre, Poutine dit à Trump, ces missiles ne changeront pas la situation sur le champ de bataille, après quoi Trump décide de ne pas fournir les armes. C'est ça le pouvoir de nuisance, mais d'un homme, Witkoff, au sein d'une administration comme celle des États-Unis ? Bien sûr, c'est le problème des émissaires souterrains qui discutent directement avec le chef, avec Poutine. Donc sa capacité aujourd'hui, c'est d'avoir l'information qui émane de Trump et la communiquer à Poutine directement. Donc ça, c'est la force des émissaires. C'est pour ça qu'ils ont utilisé. Maintenant, il y a un deuxième point qui est très intéressant. Évidemment, il a joué là-dessus. Et Poutine était paniqué à l'idée d'avoir des Tomahawks, qui sont comme des missiles de croisière extrêmement performants. Alors, ils sont relativement anciens, mais d'une précision absolument incroyable. Donc pour Trump, pour Poutine, il n'était pas question que les Ukrainiens soient dotés de ce genre d'engin. D'autant qu'on sait que les stocks américains sont extrêmement importants dans ce domaine-là. Premier point. Le deuxième point qui est comme très intéressant, c'est que la deuxième conversation qu'on voit là, c'est une conversation qui a lieu entre Russes, pas du tout avec des Américains. Donc on peut s'interroger, autant l'administration américaine qu'elle communique sur la première conversation entre Witkoff et puis le Russe, pourquoi pas, parce que les Américains. Mais là, c'est entre Russes. Donc ça sort d'où ? Donc très concrètement, soit c'est les services américains qui écoutent et qui retransmettent, ou bien c'est les services russes qui ont transmis aux Américains cette information. Et c'est extrêmement sensible, c'est ça que je veux dire. Alors que d'un côté, on voit bien comment se dessinent les relations entre Witkoff et les Russes, il y a le secrétaire à l'armée des États-Unis, qui s'appelle Driscoll, qui lui est visiblement en charge plutôt des Ukrainiens. D'ailleurs, il était aux discussions qui sont restées secrètes un moment à Abu Dhabi ces derniers jours et ces dernières heures. Mais on apprend, et là, je cite NBC News, qu'il aurait mis un sacré coup de pression en réalité à Kiev autour de la table, en leur disant « Vous êtes en train de perdre
vous devez l'accepter, cet accord. Et j'en reviens à ma question. Pardon, Elisabeth, mais je ne dirais pas qu'elle m'obsède, mais j'insiste un tout petit peu. Est-ce qu'on peut imaginer un instant qu'on soit dans un jeu de rôle et qu'en fait tout ça ne soit pas de la stupidité du président américain, mais au contraire une parfaite orchestration? Witkoff se charge des Russes, leur caresse le dos, leur explique tout ce qu'ils ont envie de savoir, leur fait croire qu'ils sont dans un même camp, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui traite différemment les Ukrainiens, et chacun est ainsi dans son rôle. Alors oui et non. Je pense que c'est pas aussi orchestré que ça. Il y a quelques bribes qu'on a vues, notamment on va dire des bourdes de Witkoff, même sur Twitter, qui montrent que il n'y a pas une orchestration parfaite. On l'a vu aussi avec Marco Rubio, qui était au courant, qui n'était pas au courant, qui a aussi fuité, enfin qui a donné des informations fausses à des républicains qui sont assez en colère pour le coup. Par contre, il choisit des personnages, je pense, qui sont faits pour certains rôles. Là, pour le coup, Dan Driscoll, c'est plutôt un profil, on va dire techno-militaire, et il est là pour mettre la pression. Mais en réalité, tout ce qu'ont fait les Américains, c'est mettre la pression. Que ça soit envoyer un J.D. Vance ou le ramener dans une pièce avec J.D. Vance, le coup de Driscoll, c'est ce qu'ils font depuis le début, quel que soit le personnage. Nos équipes sont mobilisées, je vous le disais encore une fois. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Russie, nous sommes à Kiev. On vous y retrouve justement, Claire Cambier. Merci beaucoup d'être avec nous, avec Camille Souhaut sur le terrain. Zelensky est-il pris en étau entre ceux qui parlent avec les Russes, ceux qui viennent lui mettre un coup de pression pour dire de toute façon c'est fichu, il faut que tu signes? Oui, et puis pris en étau aussi par la pression qu'il connaît à l'intérieur du pays. Il y a la pression sur le front, il y a la pression liée à cette affaire de corruption au plus haut niveau, la pression également à cause de ces difficultés d'acheminement de l'énergie. Alors, vous le voyez ici à Kiev, ce n'est pas le blackout complet, mais il y en a tous les jours des coupures d'électricité. C'est le cas d'ailleurs sur l'immeuble qui est juste à côté de nous. Et c'est pour cela, j'imagine que vous l'entendez, qu'il y a ce deux bruits de générateurs en arrière-fond. Ces générateurs, ils se sont vraiment multipliés un peu partout dans la ville. Et c'est ce moment où Zelensky est affaibli, et bien qu'il y a la pression américaine qui s'ajoute pour signer un plan de paix. Alors pour le moment, Zelensky s'en sort plutôt bien. Il a réussi à retirer certains points problématiques d'un point de vue ukrainien, mais il l'a redit aujourd'hui, c'est un travail compliqué qu'il doit mener 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'il s'en sort aussi bien, c'est aussi qu'il a des alliés qui ont encore l'oreille de Donald Trump. On pense notamment à Meloni ou encore Starmer, à la coalition des volontaires de manière générale. Est-ce que cela suffira face au positionnement russe, face aux alliances également entre les Américains et certains Américains et les Russes? Eh bien, cela s'annonce compliqué. Le fait que ce soit le secrétaire de l'armée américaine et qui va revenir à la charge cette semaine, eh bien, clairement, ça ne rassure pas les Ukrainiens. Merci infiniment. Claire Cambier avec Camille Souhaut depuis Kiev. Merci. Allez-y, Jean-Louis Bourlange, oui. Oui, je crois qu'il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux. Witkoff s'occupe des Russes et montre effectivement des signes de très bonne volonté, et l'autre fait pression sur les Ukrainiens pour les faire accepter. Donc tout ça, il faut bien voir que les États-Unis ont vis-à-vis des Ukrainiens un pouvoir presque illimité. Si demain Trump lâche complètement les Ukrainiens sur l'information, sur les armes, c'est pas évident qu'il le fasse complètement, parce que c'est pas si mauvais que ça pour lui de faire payer par les Européens des armes qu'il exporte des États-Unis. Mais il a le pouvoir absolu. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de maladresse dans ce que fait Witkoff. Et ça, c'est très mauvais pour Trump. Mais ça n'a aucune importance sur le fond. Car en réalité, Trump est fondamentalement d'accord avec les options essentielles de monsieur Poutine. Simplement, quand on lâche un allié, quand on trahit en fait la cause pour laquelle qu'on est supposé défendre, il faut y mettre les formes. Il faut faire attention, il faut trouver les mots. Or, pour l'instant, premièrement, Poutine n'a jamais aidé Trump à mettre les formes. Ça a été par exemple le naufrage d'Anchorage. Poutine a envoyé bouler en réalité Trump qui disait tout est réglé, etc. Et puis deuxièmement, cette affaire Witkoff est catastrophique pour Trump, parce que ça montre vraiment, ça le met dans une position extrêmement faible vis-à-vis et des alliés européens
qui compte, et surtout du Congrès des États-Unis, du Sénat. Donc là, c'est pas... c'est là où Witkoff est quand même... Witkoff, il est d'intelligence avec l'ennemi. Hein. Il mériterait vraiment d'être poursuivi sur le plan de sa loyauté à l'égard des États-Unis. Mais surtout, il est complètement contre-productif pour Trump, pas parce qu'il cède, mais parce qu'il donne le sentiment de céder et qu'il le fait dans des conditions extrêmement mauvaises. Quant à Zelensky, je crois qu'il a une attitude très juste depuis le début. Il est fragilisé, comme on vient de le dire, et il a quand même compris qu'il y avait des éléments intéressants dans le plan. Simplement, le problème pour Zelensky, c'est pas de signer ou de ne pas signer, puisqu'on ne sait même pas ce que les Russes sont prêts à accepter ou pas. Tout devrait être négocié. Or, il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de négociation précise. Tout ça est complètement fantaisiste. Alors, il faut qu'on parle aussi de la manipulation de Poutine jusqu'ici, jusqu'en France, jusque chez nous. Ça peut prendre bien des formes, cette manipulation. Parlons maintenant de cette affaire de trahison, d'espionnage en France au profit de la Russie qui a été révélée au grand jour. Guillaume Fard, merci beaucoup d'être avec nous, nous avoir rejoint, consultant police-justice TF1 LCI. Dites-nous ce que l'on sait des soupçons d'espionnage économique et d'ingérence au profit de la Russie par 4 personnes. Il y a d'abord le profil assez troublant, il faut le dire, d'une franco-russe, fondatrice d'une association qui a été mise en examen. Oui, si vous me permettez, je parlerai d'elle peut-être en second, parce que il faut remonter pour comprendre cette affaire au 3 septembre dernier. Le 3 septembre dernier, il y a des affiches qui ont été collées sur l'Arc de Triomphe, des affiches pro-soviétiques, en tout cas qui vantaient le fait que l'armée soviétique était vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'elle est en partie, mais pas exclusivement. Et le coller sur l'Arc de Triomphe, c'était déjà en soi une forme d'ingérence. Cela a déclenché une enquête, ça. Et il est apparu dans cette enquête que l'homme qui est soupçonné d'avoir collé ces affiches échangeait avec la femme dont vous venez de parler, la fameuse Anna N, on va l'appeler ainsi. Et donc les enquêteurs, et pas n'importe lesquels, de la Direction générale de la sécurité intérieure, puisque c'est ce service de renseignement qui est en charge de la contre-ingérence et du contre-espionnage sur le territoire national, se sont intéressés à son profil. Et il s'avère que cette dame, donc elle est soupçonnée, présumée innocente, mais elle est soupçonnée d'avoir tenté d'approcher des cadres plutôt bien positionnés dans certains grands groupes industriels à des fins qui sont des fins d'espionnage, de pillage du patrimoine économique, informationnel du pays, et ce qui lui vaut aujourd'hui d'être placé en garde à vue, puis ensuite mis en examen de chefs d'accusation particulièrement graves, puis ce sont des chefs criminels, donc elle encourt plusieurs dizaines d'années de réclusion criminelle. Donc en fait, il y a ces 2 affaires. Il y en a une qui est de l'ingérence à proprement parler, de la déstabilisation. Les Russes sont assez coutumiers du fait, on l'a déjà vu, coller des affiches, mettre des cercueils, des mains rouges. Il y a pléthore d'affaires dans les 2 dernières années qui sont de la déstabilisation, de l'ingérence. Et puis après, il y a une affaire plus grave en réalité, d'espionnage, et d'espionnage notamment industriel. Et cela, c'est pas récent, c'est aussi vieux que les services de renseignement russes, aussi longtemps qu'on peut remonter. Ils ont toujours tenté, au moins ou à tout le moins dans la seconde partie du XXe siècle et au XXIe siècle, de piller ou de capter de l'information économique en mettant sous contrainte ou en recrutant comme des sources un certain nombre de hauts responsables dans toute une série de secteurs, le nucléaire, l'aéronautique, les différentes industries stratégiques. Donc c'est ça aussi que l'on voit. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la DGSI a débusqué cela. Et donc, il y a cette communication qui s'arrête là, c'est-à-dire que quand on a pu demander à nos sources, notamment au sein de la DGSI, alors dites-nous en plus sur le profil de cette femme, concrètement elle voulait espionner qui, quoi, comment, ils sont retranchés dans le fait que l'enquête c'est encore en cours. Il parle des agissements susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Sans autre précision, et ce qu'ils opposent au fait que, alors que ça a été éventé et que le communiqué du parquet national antiterroriste saisi de cette affaire est particulièrement évasif, c'est de dire mais on n'a pas terminé nos investigations. C'est très flatteur pour la DGSI de dire qu'on a réussi cette affaire, mais c'est un peu tôt encore en termes de communication. Donc ils n'ont pas dit plus, mais si ce n'est que ce sont des faits d'une particulière gravité et qui sont le produit et le fruit
d'investigations en contre-ingérence qui ont quand même pris plusieurs semaines. Mais ce que ça dit de l'ampleur de cette guerre informationnelle, d'ingérence, d'espionnage, on a regardé un peu dans le rétro, on a retrouvé un dossier de l'Express 15 mai dernier qui révélait un document inédit de 16 pages rédigé notamment, je ne peux pas tous les citer, mais par la DGSI, par la DGSE. Cette note, elle était à destination exclusive des ministres, tant son contenu était jugé extrêmement sensible. Il s'intitulait « Menaces et actions russes contre la France ». Un dirigeant, pour vous résumer la situation, du renseignement français parlait même de livre noir de Poutine en France. Et encore un exemple. Ils alertaient les ministres. Vous venez d'intégrer le ministère, vous êtes devenu une cible. Ils parlaient de Polytechnique visée par les Russes, notamment sur ses recherches dans le domaine des lasers de forte intensité. Des centres de défense avaient également été ciblés. Ce que cette dernière affaire nous révèle de ce qui reste de la présence d'espions ou d'agents d'ingérence dans notre pays. Espionner à des fins de pillage économique, ça n'est pas nouveau. Et les Russes ne sont pas les seuls à le faire, au demeurant en France. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est l'intensification de la déstabilisation. C'est-à-dire que les Russes nous considèrent comme étant un pays adversaire, et que, étant un pays adversaire, ils se pensent fondés à venir nous déstabiliser. Déstabiliser comment ? En exacerbant un certain nombre de conflits latents sur notre sol, ou en déstabilisant des filières économiques, en faisant monter artificiellement des sujets. L'affaire des punaises de lit, au moment, à l'automne 2023, où l'essentiel des étrangers réservent leur chambre d'hôtel dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024. On déstabilise la filière hôtelière. Le fait de faire monter plus récemment, et de façon totalement artificielle, sur les réseaux sociaux, le mouvement Bloquons tout. Le fait d'essayer de conflictualiser au maximum le sujet des zones à faible émission. Le fait de monter en épingle les propos du chef d'état-major des armées pour essayer de donner davantage d'audience à ceux qui, dans notre pays, relèvent plus des défaitistes de l'étrange défaite de Marc Bloch que du côté plus résistant du général de Gaulle. Bref, il y a toute une série de sujets dont on sait que dans la société, je pourrais ajouter le conflit israélo-palestinien post-7 octobre 2023, qu'ils sont des sujets conflictuels, et les Russes exacerbent cela pour fracturer la nation, fracturer le pacte social. Et ça, c'est purement et simplement de l'ingérence, parce qu'ils considèrent que la France est devenue un adversaire. Le pillage économique, ça, ils l'ont toujours fait. Je reviendrai dans un instant sur la question de l'évaluation de l'ampleur de ce phénomène encore dans notre pays, mais je voudrais qu'on écoute le son du président de l'association qui a succédé à cette fameuse Anna N, qui a aussi été interpellée. C'est une déclaration qu'on a retrouvée sur sa page Facebook. C'est ça qui est important de le noter, vous allez le comprendre. Mais d'abord, regardez. Nous sommes de retour avec Anna à Paris pour continuer notre campagne d'affichage. La Russie n'est pas mon ennemi. Car avec le fou qui réside à l'Élysée et qui ne rêve que de guerre avec la Russie, on voit bien que la France, que Macron essaie de préparer les esprits à un conflit, un futur conflit avec la Russie. Plus que jamais, notre initiative de diplomatie populaire, de montrer à la Russie que le peuple français ne suit pas les directives guerrières de son président, eh bien, nous sommes là, nous sommes sur le terrain. C'était public. C'était sur Facebook. Ça fait 3 ans qu'on parle de la guerre. Chaque année, on parle un peu plus de cette guerre qui nous est menée hybride informationnelle. C'était public. Et on a l'impression qu'on a quand même encore beaucoup de porosité. Est-ce qu'on est suffisamment protégé ? On n'est certainement pas suffisamment protégé, mais je crois que, là, vous savez, traditionnellement, on a une distinction entre la guerre et la paix. Les Romains avaient le temple de Janus. Quand le temple de Janus était fermé, on était en paix. Quand le temple de Janus était ouvert, on était en guerre. Eh bien, ce qui caractérise le moment que nous vivons, c'est que le temple de Janus est toujours ouvert. C'est que la guerre est continue, elle est multiforme, elle prend les aspects que vous venez de rappeler, elle prend les aspects de la guerre hybride, l'informatique, etc. Nous sommes engagés dans un processus. C'est pour ça que peut-être l'erreur du général, la seule erreur du général Mondon, c'est d'avoir parlé uniquement des enfants. En réalité, nous sommes tous militaires, civils, jeunes, vieux. Nous sommes tous engagés à des titres divers. Les hôpitaux qui sont paralysés par des coûts informatiques, etc. Nous sommes dans un processus, évidemment, les drones qui paralysent le trafic aérien dans certaines parties de l'Europe. Nous sommes entrés, le temple de Janus est ouvert, nous sommes entrés dans un conflit de
peut-être de basse intensité chez nous, il est de haute intensité en Ukraine, mais qui est continu et qui ne va pas cesser. Et ça, je crois que le président de la République, les chefs d'état-major successifs, parce que ce qu'a dit le général Mondon, c'est ce qu'avait dit le général Burkhardt quelque temps avant, ont tout à fait raison de nous mettre en garde. Et je pense que c'est important d'avoir ces informations qu'on vient de rappeler, parce que les Français ne s'en rendent pas vraiment compte jusqu'à présent, et il faut le mettre sur la table, toutes les informations nécessaires pour comprendre l'intensité et la multiforme, le caractère multiforme de la menace. On ne s'était pas concerté, mais effectivement, il faut se remettre en mémoire les expressions de M. Burkhardt. On a aussi Céline Berthon, directrice générale de la sécurité intérieure, qui avait été l'invitée de LCI. On avait prévu de se les remettre en mémoire. Les mots sont importants. Regardez. Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines, bien évidemment sous forme de guerre hybride, multimilieu, multichamp, ça veut dire un peu partout on est confronté, un peu physiquement, mais c'est via des proxys ou des agents un peu jetables, utilisables une fois. Là aussi, vous avez relaté dans vos médias les Moldaves qui ont été arrêtés dans l'affaire des étoiles de David, les cercueils devant la Tour Eiffel, le faux site s'engager.fr, la rumeur des punaises de lit pendant les JO. Et en fait, il y a plein d'autres exemples. Et en fait, c'est quelque chose qui sature l'espace. Les services de renseignement russes, quelle que soit leur catégorie aujourd'hui, service intérieur russe, service extérieur russe, service militaire russe, ont évidemment une histoire, un savoir-faire, des traditions qui restent particulièrement puissants et qui, de fait, font de ses adversaires des compétiteurs stratégiques redoutables et très offensifs en matière d'espionnage. Oui, allez-y, Lucas. Ce que dit Céline Berthon est très important de le rappeler, c'est d'abord que les Russes ont une histoire de la propagande et de la manière dont utiliser la guerre informationnelle. Ça date pas de Vladimir Poutine, il est l'héritier de tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les Russes ont mis ces dernières années énormément de force et de puissance et d'argent dans la guerre informationnelle. Des dizaines de milliers de soldats dont le métier est d'aller déstabiliser l'Europe et notamment la France. Mais si on le sait, est-ce que nous, on a mis suffisamment en face pour y répondre? J'allais y venir, et évidemment, le colonel aura encore plus d'informations, mais la France a évidemment pris la mesure de tout ça il y a quelques années. Ça a pris du temps de se renforcer de ce point de vue-là. Il y a des agences comme Viginum qui travaillent énormément sur les attaques de hackers, notamment. Les armées se sont renforcées aussi, avec un commandement de la cyberdéfense qui est installé près de Rennes, et qui ont recruté beaucoup, qui recrutent dans plein de secteurs, y compris des secteurs civils, parce qu'ils ont besoin d'avoir eux aussi des spécialistes de ce type d'attaques. Ce sont des attaques. Elles sont informationnelles ou cognitives ou passent par différents canaux. Les hôpitaux, par exemple, vous l'avez cité, qui sont très importants. Mais la France et les autres pays européens travaillent d'ailleurs ensemble aujourd'hui pour essayer de se mettre au niveau. Mais ça prend des années parce que les Russes, encore une fois, ont une très grande histoire de la propagande et d'utilisation de la propagande. Colonel Elisabeth. Il y a trois effets en fait qu'il ne faut pas oublier. Le premier, c'est la guerre de l'information. La deuxième partie, c'est les attaques cyber qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et la troisième partie, c'est les attaques numériques. Donc c'est pas du tout la même chose. Ce sont des vecteurs extrêmement différents les uns des autres, avec des spécialités extrêmement différentes et des cibles extrêmement différentes. Deux points que je voulais rappeler. Rappelez-vous le discours du président Macron au moment où il a reçu Poutine à Versailles. Rappelez-vous, il a critiqué directement Sputnik et RT. Et comment dire, RT, la traduction des RT. Bref, bon, la Russia Today, la télévision russe. Donc très directement, il a évoqué, il a dit très concrètement, en recevant Poutine, que ces deux télévisions aujourd'hui déstabilisaient les Français. Moi, j'ai un exemple africain à vous donner. C'est qu'en 2022, on était archi présent encore en Afrique. En 2025, on est parti. Pourquoi ? Parce que Wagner et tout le système russe globalement a mené des opérations extrêmement fortes de déstabilisation au travers de toute une série d'organisations. Et aujourd'hui, ça s'appelle Africa Initiative. Et c'est des structures. Ils fabriquent du contenu. Il y a des vecteurs. Ils sont extrêmement présents. Et pour résister à ça, c'est ce que vous dites fort justement, c'est qu'il faut créer une armée. Et ça s'invente pas. La guerre hybride, c'est comme les drones. On découvre l'usage des drones. Alors, on voit bien que notre modèle militaire se transforme par les drones. Et bien, notre modèle militaire et sécuritaire va se transformer par le fait que notre adversaire principal, les Russes, utilisent largement la guerre numérique et autre chose. Dans l'affaire qui nous intéresse révélée aujourd'hui, en France, il y a une partie donc de soupçons d'espionnage économique. L'ampleur, j'essaie pour les téléspectateurs d'essayer d'évaluer l'ampleur du problème sur notre territoire. L'ampleur, par exemple,
de l'espionnage économique. Est-ce que c'est quelque chose de complètement sous-estimé? Est-ce qu'on peut imaginer, je vais être très concrète, effectivement, de l'entrisme des espions dans des industries, à des postes importants, jusqu'à Bercy? Je vais jusqu'au bout, je vous pose toutes les questions. Alors, jusqu'à Bercy, je ne sais pas. J'espère qu'on fait quand même un tri et que nos services de renseignement, surtout pour des autres fonctionnaires, enfin un peu leur boulot, et on sait qu'en général, ils le font. Mais qu'il y a des espions économiques, on a déjà parlé de la Chine aussi en France, c'est pas limité aux Russes. Mais c'est pas que ces questions économiques, c'est aussi une question dans la société, c'est-à-dire que ça soit économique dans l'industrie, que ça soit à travers les réseaux sociaux et Russia Today ou autres, d'essayer d'attaquer notre démocratie, d'essayer de nous diviser. Ce que à l'OTAN et même à l'armée française, on parle un peu de guerre cognitive en fait. C'est capacité de s'immiscer dans la façon dont l'opinion publique considère les questions est aussi toute une bataille qui nous demande de travailler sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur comment détecter ces problèmes. C'est pas simplement détecter des espions à Bercy éventuellement ou dans les industries, mais de détecter aussi les messages qui peuvent être... Et la manière dont les Russes font passer leur narratif dans notre débat. On a parlé, il y a eu les mains rouges à Paris le 15 mai 2024, Étoile de David à Paris le 31 décembre 2023, cercueil à la Tour Eiffel le 1er juin 2024, les têtes de cochon à la mosquée de Montreuil, c'était le 9 septembre 2025, et ça c'est la partie émergée de l'iceberg. J'insiste sur ma question, est-ce que les services savent évaluer l'ampleur de cette menace, de cette réalité même sur notre territoire? Est-ce qu'on sait si on parle de dizaines de personnes, de centaines de personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Sur l'espionnage, c'est des personnes qui évidemment vont agir sur notre sol. Sur l'ingérence, ça se passe sur les réseaux sociaux depuis l'étranger. Donc en réalité, c'est difficile à quantifier en volume. Et sur l'espionnage? En revanche, ce qui est très difficile, c'est que ça exacerbe un esprit français qui peut être souvent un esprit défaitiste et un esprit qui vite va se complaire dans l'autoflagellation. Et donc les Russes vont exacerber ça. Le fait, les Jeux Olympiques, on n'y arrivera pas, on est nul. On fera pas la cérémonie d'ouverture. L'histoire a montré qu'on allait le faire. Mais il fallait voir comment eux faisaient monter en puissance ceux qui, dans la classe politique, disaient que ce serait une humiliation nationale. Et là, c'est exactement pareil. On fera pas la guerre demain. On n'en est pas capable, on ne veut pas, on ne sait pas, on ne peut pas. Et en fait, c'est qu'il y a une frange de la classe politique qui est dans le défaitisme, qui se dit patriote, mais qui en fait croit que la France n'est pas capable de grand-chose. Et eux le font monter. Je vais être transparente, le temps file. En quelques mots, Jean-Louis Bourlanges. Je crois que vous avez posé la question de l'offensive, c'est-à-dire de l'armée ennemie, si je puis dire. Mais il faut aussi, je suis d'accord avec vous, parler de la défensive, c'est-à-dire de nous. Moi, quand on voit le débat politique intérieur depuis des mois, on voit que tout ça est absent. En réalité, on serait beaucoup plus fort s'il y avait ce que les Américains appellent un fighting spirit. Or, il est absolument défaillant. Actuellement, non seulement la classe politique, mais l'ensemble de la population n'est pas du tout branché sur la vigilance nécessaire pour faire face à cette attaque. Stop au défaitisme.